Get yourself comfy, light a candle and turn the sun down, cause I have a secret for you. It's time for you girls. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Virginie. Virginie est coach pour les personnes atypiques, donc hypersensibles, multipotentielles, HPI. Elle propose des accompagnements individuels sur une durée d'à peu près 6 mois. Et elle propose aussi un programme qui permet de découvrir ton atypicité. Je ne sais pas comment on peut dire. Atypisme, moi je dis. Ouais. Atypisme, ouais. Voilà. Elle a un univers très doux, très coloré, très léger. Allez voir son site et vous avez toutes ces informations en barre d'infos sous l'épisode. Et elle a envie de nous partager un sujet hyper intéressant. Donc je lui laisse la parole et je vous laisse à votre écoute. Donc c'est à moi. Et donc j'avais envie de parler de l'attachement, de la théorie de l'attachement et de son impact à l'âge adulte. Donc dans la théorie de l'attachement développée par Bowlby, le docteur je crois, il a pu observer des enfants avoir des comportements différents avec leur figure d'attachement. Bon, à l'époque c'était surtout la mère, maintenant on parle plutôt de figure d'attachement, et avoir des comportements différents en fonction de ce fameux attachement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant, le nourrisson, il est complètement vulnérable à la naissance, et pour survivre, il a besoin du coup de ce lien, d'attirer ses parents à lui pour qu'ils puissent lui donner les soins dont il a besoin. Et en fonction des réponses qu'il reçoit de ces figures d'attachement, il va y avoir différents styles d'attachement. Donc le style sécure, c'est-à-dire que à chaque fois que l'enfant a besoin, la figure d'attachement y a répondu. Ça peut être pour le nourrir, pour le cajoler, pour le sécuriser, pour le changer, l'endormir, etc. Donc ça se construit entre 0 et 3 ans, hein, c'est tout petit que le style d'attachement se décide. Après ça peut évoluer, mais déjà ça se construit bien une bonne base à ce moment-là. Un enfant avec une base sécure, quand il a un problème, il sait qu'une de ses figures d'attachement va venir vers lui et ça va lui permettre de retrouver un sentiment de sécurité. Et ça, on l'a mesuré avec les taux de cortisol dans le sang, par exemple. Et donc, ils ont fait des expériences où ils mettaient un enfant avec sa mère, par exemple, dans une salle avec plein de jeux. La mère s'en va et en fonction du style d'attachement, il va réagir différemment. Donc, quand elle revient, si l'enfant a une base sécure, il va aller la voir, il lui fait un câlin et il repart explorer le monde. Parce que du coup, il a senti un danger quand elle n'était pas là, mais quand elle revient, ça y est, il est à nouveau en sécurité. Quand l'enfant a une base anxieuse, donc insécure de type anxieuse, c'est parce que l'enfant a appris que sa figure d'attachement ne répondait pas toujours de façon cohérente. Et donc, ce sont des enfants qui ont développé des stratégies où ils vont beaucoup pleurer pour essayer de capter l'attention de leur figure d'attachement. Donc, ces enfants-là, quand la mère revient dans la pièce, ils se mettent à pleurer, hurler, et ils sont inconsolables. Et au niveau des niveaux de cortisol, on voit que le stress est toujours là. Et donc, voilà, ça développe le style anxieux. Et puis, on a les enfants avec un style évitant, qui, eux, n'ont pas eu de réponse à leurs demandes, à leurs besoins. Donc, ils ont développé une autre stratégie qui est de faire comme s'ils n'avaient pas de besoin. Donc, quand la mère revient dans la pièce, ils font comme si elle n'était pas là. Et ils continuent de fonctionner comme si tout allait bien. Donc, de l'extérieur, on pourrait croire que tout va bien. Et en fait, à l'intérieur, c'est le stress maximum. Les taux de cortisol sont aussi très élevés. Donc, le stress est toujours là. Et ça, on sait aujourd'hui que le style d'attachement se retrouve à l'âge adulte à 70%, et il est resté tel quel depuis l'enfance. Et on voit que ça va agir sur nous
dans nos relations de tous les jours, sur notre façon de trouver un partenaire de vie, sur notre façon d'entrer en lien avec nos collègues. Donc on va avoir, si j'ai fait des caricatures, les gens avec un style évitant qui vont être du genre à vouloir se débrouiller seuls, à jamais demander de l'aide parce que en fait ils n'ont jamais pu demander de l'aide puisqu'ils n'en avaient pas. Donc ils essayent de faire tout seuls et jusqu'à ce qu'à un moment donné ils craquent. Et puis on va avoir les gens avec un style anxieux qui vont s'inquiéter pour tout, avoir besoin de sécuriser, contrôler beaucoup de choses et essayer d'être parfait sur tous les points pour répondre à leurs anxiétés. Et donc je trouve ça particulièrement intéressant. Donc on en parlait aussi notamment pour les mères, parce que c'est un peu ça la base de notre conversation. Qu'au moment où on va donner naissance, enfin on vient de donner naissance, la mère elle-même est extrêmement vulnérable et c'est là qu'elle doit établir ce lien d'attachement avec son enfant. Et c'est un endroit, un moment où dans nos sociétés modernes, la mère elle-même n'a pas le soutien et n'a pas de base sécure d'attachement. Et voilà, et je trouve ça super dur en fait de donner toute cette responsabilité aux mères sans leur apporter ce dont elles ont besoin pour créer l'attachement qui va être aussi fondamental pour le reste de la vie. Bon, ça ne se construit pas en un jour, hein. Voilà. Et là, je voulais en venir, puisque moi j'accompagne donc les personnes atypiques. Ce sont des personnes qui régulièrement se trouvent différentes parce qu'elles ont un fonctionnement cognitif ou émotionnel qui est différent de leur père. Et donc cet attachement est challengé hyper régulièrement. Et quelques études que j'ai pu aller jeter un œil. Donc chez les atypiques, il y a plein de sortes. On va parler des HPI, des hypersensibles, des personnes avec troubles du spectre autistique, donc TSA, on va parler du TDAH, des troubles d'apprentissage comme dyslexie, dysorthographie, etc. Donc il y a vraiment une grande palette, mais par exemple chez les personnes avec un trouble du spectre autistique, on a pu faire des études et montrer que le style d'attachement était nécessaire comme pour tous les humains et qu'il était légèrement différent, avec des stress émotionnels plus importants chez ces enfants-là. Et quand je vois les personnes que j'accompagne, pas toutes, parce qu'on a tous des histoires personnelles et des petits, moyens, voire gros traumas dans nos vies, mais chez les atypiques que je reçois, en tout cas, je vois des traumas d'attachement. Et donc, je trouve ça intéressant de connaître, d'avoir cette connaissance de ça, pas pour être dans la victimisation et se dire « Ah, pauvre de moi, je suis traumatisée », mais bien que pour connaître l'impact de ce style d'attachement sur nos comportements. Parce qu'ensuite, notre système nerveux autonome, il agit en fonction de ça. C'est-à-dire, notre système nerveux autonome, il est là pour capter en permanence danger ou sécurité autour de nous. Et il a été calibré du coup dans l'enfance. Et donc, si on n'a pas appris à être en lien avec l'autre et de se sentir en sécurité, notre système va capter du danger en permanence. Et ça va être un stress et il va nous mettre dans un état, par exemple, de combat ou de fuite au travail, alors qu'on est censé être plutôt dans la collaboration. Voilà. Et donc, on n'a pas accès à toutes nos ressources quand on est dans ces états-là, d'où l'intérêt d'aller comprendre comprendre dans quel état de notre système nerveux on est et en quoi nos attachements ont pu être problématiques avant et comment acquérir plus de sécurité dans nos attachements aujourd'hui. C'est un vaste sujet que j'ai essayé de résumer en quelques minutes. Et c'est super intéressant. Enfin, vraiment, moi, ça m'illumine plein de choses dans mon cerveau. Mais du coup, là, la première question qui me vient quand je t'écoutais, c'est du coup, est-ce que les personnes qui sont atypiques aujourd'hui, on a toutes nos spécificités, mais surtout les personnes que tu accompagnes, du coup, il y a un lien direct avec cette période de 0 à 3 ans? Alors, je ne crois pas. C'est-à-dire que je pense que les personnes qui sont atypiques, elles sont atypiques dès la naissance. Okay. Tu vois, c'est biologique.
c'est pas quelque chose de construit, c'est pas acquis. Donc c'est plutôt que du fait de leur fonctionnement différent, l'attachement lui-même était plus potentiellement challengeant. Je pense à des enfants hypersensibles. On parle de temps en temps des besoins, des bébés à besoins intenses. Bon, clairement, pour un parent, c'est hyper challengeant d'être toujours là pour répondre aux besoins de l'enfant. Et donc, certains parents qui eux-mêmes n'ont pas reçu l'attachement dont ils avaient besoin avec une base sécure peuvent reproduire un schéma et du coup, au bout d'un moment, mettre l'enfant à se calmer seul dans un coin, alors qu'en fait, l'enfant, il a besoin de sécurité, il a besoin d'être rassuré à ce moment-là. Et donc, l'enfant va rester seul à devoir gérer son stress. Et du coup, ça c'est, comme tu disais, génétique, on va dire, c'est dès la naissance, ça a été construit dans le ventre. Bon, après, il doit y avoir des millions de paramètres qu'on peut explorer. Exactement. Mais en tout cas, on va dire que c'était déjà programmé, en tout cas à la naissance. On va dire, les parents n'ont pas à se culpabiliser directement de 0 à 3 ans, il s'est passé ça, donc du coup, il est... C'est ça. Mais par contre, ce que tu disais, et d'ailleurs, tu peux nous lire la phrase si tu veux. La phrase sur les mères. Qui était super intéressante. Et je pense que c'est intéressant parce que, notamment dans les auditrices, il y a beaucoup de personnes qui sont mères, en tout cas qui sont en train de devenir mères. Ou qui, alors c'est un extrait de mon livre sur l'attachement, approche clinique et thérapeutique, donc dans le premier chapitre. Le rôle des figures féminines soutenantes dans le réseau privé ou soignant autour de la mère est crucial. Le besoin d'une figure d'attachement sécure que ressent une nouvelle mère et pas le nouveau bébé est crucial. Les nouvelles mères ont besoin d'une base de sécurité que leur apportent des femmes expérimentées. L'idée d'un attachement sécure pour la mère et dans un environnement soutenant semble se fondre ensemble. Donc c'est là où tu nous disais, dans nos sociétés modernes, en fait, on n'est pas du tout dans cette optique-là de soutenir la mère autant qu'elle en a besoin. Enfin, on pense beaucoup au bébé, mais la mère a besoin d'un énorme soutien. C'est d'ailleurs je pense que tu dois connaître, mais toutes les doulas et tous ces réseaux qui se construisent. Donc les doulas, c'est les personnes qui accompagnent la femme du début de la grossesse jusqu'à même après, et qui permet justement cet entourage et ce soutien. Ouais, moi je trouve ça fascinant qu'on on en entende de plus en plus parler. Donc moi j'ai 2 filles de 5 ans et demi et 7 ans et demi, donc on peut se dire que ça fait quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Les doulas, on en entendait très peu parler à cette époque-là. C'est récent, Et en bonne HPI, je me suis posé 1 milliard de questions pendant mes grossesses. J'ai lu donc au moins 10 livres. Mais c'est vrai que le corps médical traite la grossesse d'un point de vue médical uniquement. Et on n'a aucun soutien psychologique, sans avoir besoin d'une thérapie, juste pour poser ses questions, échanger. Alors il y a peut-être des communautés de futures mères qui existent, mais alors moi j'en ai pas trop trouvé. Pourtant j'habitais Paris à l'époque. Et en sachant qu'en plus, donc moi je suis passée par la PMA pour ma première fille, donc bon, là, on passe quand même par des trucs qui mériteraient un petit peu de soutien. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus avec les réseaux sociaux, et donc il y a des réseaux qui se développent, parce que je vois, moi j'ai une amie qui a été, la petite va avoir 2 ans cette année, donc c'est très récent, et elle a justement cherché, alors elle n'avait pas de soucis dans sa grossesse, mais elle avait envie d'être accompagnée, elle avait envie de pouvoir poser ses questions, et enfin, voilà, c'est légitime et normal, surtout assouvir cette curiosité. Voilà, premier enfant, c'est normal. Et puis c'est un monde que, même en ayant lu 10 bouquins avant la naissance, on n'est pas prêt. Moi, j'étais pas prête. C'est ça. Et du coup, elle a trouvé quelques réseaux, parce qu'elle m'en parlait tout le temps, donc moi j'avais les news H24, mais moi je suis pas maman, donc il y a plein de choses, je pouvais pas l'épauler en tout cas sur ça. Et elle a trouvé quelques réseaux, mais je crois qu'elle l'a partagé après sa grossesse aussi. Elle a manqué, même aujourd'hui, avec tout ce qui se construit, elle a quand même manqué d'un certain soutien, de choses qui se disaient pas, de non-jugement surtout. De non-jugement, Et du coup, c'est drôle parce que du coup, moi qui accompagne les femmes et qui construit des réseaux, des sororités, en fait, on aimerait avec les doulas, on revient en fait à ce qui se passait à l'époque, il y a très 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 longtemps, où les femmes entre elles s'accompagnaient. Et, bon, après, elles avaient aussi
il y avait d'autres choses qui étaient moins bien, mais bon, en tout cas, il y avait ça, Oui. il y avait cette transmission et cet accompagnement entre femmes où elles se regroupaient et il y avait justement ce soutien et cet accompagnement, même après la naissance, donc de ce que tu disais, Ouais. où la femme a été soutenue. Il y a au Mexique, moi je suis partie au Mexique l'année dernière, et ils ont, alors je sais pas si le rituel tient encore, mais en tout cas, on connaît beaucoup les massages Rebozo maintenant, je sais pas si tu connais. Ah bah écoute, j'ai une thérapeute, une massothérapeute qui m'en a Voilà. parlé, ouais. Et donc du coup ça vient de là, et en fait ça vient du fait que les Mexicains, une fois que la femme avait accouché, elle avait 40 jours, ils estimaient qu'il y avait besoin de ces 40 jours où la femme ne faisait rien, enfin, en tout cas elle était chouchoutée, bichonnée, alors il y avait aussi tout ce système d'enveloppage avec le foulard, c'est pour ça qu'il y a les massages Rebozo, mais autour de ça, il y avait aussi la communauté qui prenait en charge la femme pendant ces 40 jours. Génial. Parce qu'ils estimaient justement que après tout ce qu'elle avait vécu, elle avait besoin de ce soutien pour se remettre, que ce soit de son corps, psychiquement, être accompagnée. Et du coup, il y a ce rituel en fait qui est là. Alors 40 jours, est-ce que c'est suffisant ou pas? Mais je sais pas. Mais en tout cas aujourd'hui, moi je me rappelle qu'il y énorme avait par rapport à ce qu'on a ici. J'ai que l'expérience de 2 enfants, mais la barrière des 6 semaines avant laquelle mes 2 enfants ont commencé à mieux dormir, du coup moi à me sentir mieux. Et 6 semaines, ça doit faire à peu près ce nombre de jours-là. Et c'est du coup pour ma première, j'étais pas prête. Et j'ai fait un baby blues et j'ai cru que j'allais craquer. Je me suis dit que j'avais fait la pire erreur de ma vie, alors que ça faisait juste 5 ans qu'on faisait tout pour avoir un enfant. Pour ma seconde, je savais déjà mieux à quoi m'en tenir et je me suis dit, bah, c'est ok. Pendant voilà, au moins 2 mois, je vais tout consacrer à mon enfant et après ça ira mieux. Après, il y aura du temps pour moi. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Ça a été beaucoup plus fluide dans le deuxième cas, mais je crois que bon, après tout le monde ne ressent pas comme des choses comme moi, mais ouais, mais j'en entends quand même pas mal. Alors comme tu dis, il y a de tout, mais comme je suis en plein dans l'âge où j'ai les copines qui ont, du coup j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de témoignages autour de moi de plus en plus, et j'en entends quand même pas mal qui ont ce retour. Et mais c'est fou surtout à notre époque où on a enfin, la parole est libérée, on en parle de plus en plus, on est conscient de tout ça. Et il y a quand même encore c'est choquant. Cette zone de vide là où les femmes sont un peu laissées à elles-mêmes. Et je sais que. Non seulement elles sont laissées à elles-mêmes, mais elles sont jugées en permanence. Ouais. Si t'allaites, si tu n'allaites pas, si tu reprends le boulot, si tu reprends pas le boulot. Et c'est que des injonctions contradictoires. C'est complètement hallucinant. Tout ce que tu fais est scruté. Bon, moi à ce moment-là, je l'ai pris avec beaucoup de recul et j'en avais un peu rien à faire de ce qu'on pensait de la façon dont je faisais. Donc du coup, on n'est pas trop venu masticoter, mais je pense que quand on est moins à l'aise et qu'on se pose beaucoup de questions, ça peut être compliqué, puis ça peut ne pas aider. C'est-à-dire que non, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Enfin là, l'estime de soi, elle peut être vraiment très très chahutée. Tous les baby blues et tout ça. Oui, c'est là où se connaître et avoir une bonne confiance en soi avant, ça aide, même si ça fait pas tout, parce que je pense qu'on traverse... c'est un nouveau monde qui s'ouvre. C'est ça. Mais déjà, on peut se reposer sur ça, où, comme tu dis, ok, je me ramène à moi, je sais ce que je vaux, il y a plein de choses que je dois apprendre, et j'aimerais bien avoir ce soutien, mais il y a déjà ce petit pilier là qui nous permet de tenir, entre guillemets. Et tu vois, moi j'ai eu besoin j'avais fait une psychothérapie avant, j'ai eu besoin de faire une séance avec ma psychothérapeute et elle m'a remis sur les rails. J'ai vraiment eu cette sensation-là. Ça allait plus du tout avant de la contacter. Puis une fois qu'on a fait une séance ensemble, une seule séance avait suffi parce qu'on se connaissait bien, que c'était peut-être pas si profond que ça. Mais on voit bien qu'à cet endroit-là, il y a quand même quelque chose de l'ordre de fondamental qui se joue, là, de qui je suis comme mère. Et pour moi, tu vois, ça, tout de suite, le côté émotionnel va ressortir. Qu'est-ce que je répare en devenant mère moi-même? Bon, c'est le moment émotion. Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de choses qui se challengent, et comme tu dis, t'avais attendu longtemps pour avoir cet enfant, et je pense que beaucoup de mères sont heureuses d'être enceintes, heureuses de mettre au monde. Il y a cet amour inconditionnel qui arrive avec ce bébé, et pourtant il y a ce blues et ces remises en question et qui est tellement contradictoire et culpabilisant en nous disant mais je devrais
être aux anges et en Ouais, même temps, parce que je sais plus. Mais ouais, parce que les émotions sont pas aussi ou toutes roses ou tout noir, tu vois. Ouais. Je crois que j'étais heureuse d'être enceinte, mais j'étais aussi très inquiète. Notamment de comment allait se passer l'accouchement, parce qu'en ayant une endométriose, j'ai beaucoup souffert, donc j'avais très très peur de souffrir pendant l'accouchement. Et du coup, j'en ai perdu ce que je veux dire. Ah oui. Et surtout, je m'attendais à ce qu'il y ait une forme de révélation à la naissance et que ce soit magique, un peu Walt Disney, quoi. Et en réalité, l'attachement n'arrive pas tout de suite. Donc, il y a ce côté, mais quel est cet être que j'accueille chez moi et dont j'ai la charge en plus. Elle a une responsabilité, c'est tellement fragile, tu as peur de faire des bêtises et que tu n'aimes pas encore. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, 3 mois pour certains, je ne sais combien de temps pour d'autres. Et du coup, tout d'un coup, tu te poses la question de pourquoi tu as fait tout ça. Enfin, ça ne matche pas avec le côté idyllique enfin voilà, peut-être que c'est moi qui me suis fait des films, hein, mais j'ai l'impression qu'on nous vend quand même un peu devenir mère comme étant, peut-être surtout parce que j'ai beaucoup attendu, comme étant une apogée, quoi. C'est dans tous les films de Walt Disney, ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. Hein. Ouais. Donc, mais d'ailleurs, on n'en sait pas trop après. Non, et on ne sait pas après ça. Alors que, sincèrement, pour moi, être mère, c'est le job le plus difficile que j'ai eu à faire. Et j'ai fait au moins 15 boulots. Voilà. Plus, c'est encore si je compte les petits boulots quand j'étais jeune. Mais ouais. Ouais, comme tu dis, c'est un boulot, c'est une responsabilité, c'est un engagement. Ouais. La société nous vend que c'est le but à atteindre, la famille, les enfants et l'obligation. Mais ouais, ça demande quand même un travail. Enfin, finalement, passer par un travail sur soi, c'est pas rien avant de faire ça. Être sûr, prendre en considération tout ce qui se passe. Et c'est là où l'information est importante et d'en parler est important. Et c'est vrai que quand tu commences à lire sur la théorie de l'attachement, tu te dis « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais à mes enfants ?» Enfin, la culpabilité peut vite être là, parce que effectivement, si toi, tu viens d'un style d'attachement qui n'est pas sécure, et j'ai même pas parlé du style d'attachement désorganisé, où le parent était ressenti comme source de danger, donc l'enfant a naturellement besoin d'aller vers sa figure d'attachement pour retrouver la sécurité, mais quand il s'en approche, c'est un danger. Donc il y a un truc psychiquement très, très compliqué. Ce qui fait que ça peut être très compliqué d'être en lien ensuite. Et donc j'ai encore perdu ce que je voulais dire. Oui, quand tu t'intéresses à ça, tu te dis, voilà, moi je viens d'un attachement insécure, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants, est-ce que je vais leur... les intoxiquer avec mon style d'attachement insécure, etc., etc. Donc, oui, ça peut faire peur. Je crois que, de toute façon, ça doit exister, les gens avec une base sécure, bien sûr. De toute façon, à partir du moment où tu fais de ton mieux et que tu cherches à toi travailler sur toi, c'est déjà génial, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est de pas être parfait. Non. Mais comme tu dis, si on a déjà l'intention derrière de faire notre mieux, c'est déjà incroyable. Et parfait, ce serait pas bon non plus. Non, parce ça n'existe pas déjà, mais oui, ce serait pas déjà, c'est pas possible. Et comme le disait Winnicott, il parlait de la mère suffisamment bonne. Parce que se comparer à un modèle parfait, je pense que ça te terrorise, toi. Tu te dis, moi, j'y arriverai jamais. Donc, ça ne te permet pas de te construire avec une bonne confiance en toi aussi. Oui, finalement, les petites erreurs, les traumas, les petits trucs qu'on vit, tant que c'est pas des trucs très, très gravissimes, en fait, ça nous construit et ça fait qui on est aussi. Ça nous permet aussi de nous détacher, de construire notre personnalité. Hein. C'est important. Oui, voilà. Donc, bien sûr, la maltraitance, ça va autre chose. Mais si tu es un parent à l'écoute de ton enfant, en sachant poser le cadre aussi, parce que c'est ça qui fournit la sécurité, un enfant qui est dans une base sécure, il sait qu'à un moment donné, sa figure d'attachement va répondre à ses besoins. Donc, voilà, on peut reconnaître par exemple une personne avec un style évitant parce que c'est des gens qui n'ont pas de patience. Ils veulent tout de suite. S'ils ont besoin, il faut tout de suite qu'on leur donne, qu'on
qu'on y réponde ou qu'ils y accèdent. C'est parce qu'ils ont appris que c'était soit tout de suite qu'ils avaient quelque chose, soit ça ne venait jamais. Mais un parent avec une base sécure, il va faire des essais, il va peut-être se planter, il va pas répondre aux bons besoins. Ah non, c'était pas la couche, c'était pas le biberon. Bah non, en fait, il a trop chaud. En fait, il va faire des essais, des erreurs et il va finir par y arriver. Et donc, dans une base sécure, l'enfant sait que ça va finir par arriver. Et donc, il peut patienter. Ça m'a fait ouf. Petit soulagement. Donc, j'espère qu'en nous écoutant, ce sera pareil. Voilà, c'est ok de faire des erreurs en fait. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Je pense même génial de montrer à nos enfants que nous aussi, on se trompe, quoi. Ouais. C'est une belle transmission aussi. Voilà, et qu'on peut du coup, le but c'est de continuer de chercher et de trouver la bonne réponse, la bonne solution. C'est vrai. Voilà. Très très sujet hyper intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il y a tellement à dire. Ouais. Merci beaucoup. Avec et plaisir. avant de conclure, j'ai 3 questions à te poser. Ouais. Donc je pense que tu n'as pas réfléchi avant, donc c'est spontané. Je vais te demander qu'est-ce que c'est pour toi que la féminité? Ouf. Vaste question. Comme ça, dans ton... Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors là, il me vient plein de choses en même temps. On peut le définir à l'inverse de la masculinité, Ouais. mais ce serait pas la définir. Moi, je crois que en tout cas chez moi, ça se définit par l'accueil, le sens de l'écoute, faire que l'autre puisse exister. Là, il y a quelque chose comme ça aussi dans le faire exister quelqu'un en toi. Ok. Et donc ça se transpose aussi dans la conversation et dans la relation. C'est beau. Merci. À quel jour de ton cycle es-tu, si tu le sais? Je dois être... Période. Ouais, bon. Je suis à la fin là. Je devrais pas tarder à tomber dans le SPM et les premiers jours de mes règles. D'accord, donc on est en pleine enchanteresse. Voilà. Ok. Et la dernière question, qu'est-ce que tu trouves irrésistible? Irrésistible auprès de quelqu'un ou quelque chose? Là, ce qui me vient, c'est la mer. La mer... La mer MER, pardon. La mer qui bouge l'eau, ouais. l'eau, la mer. D'accord, ouais. Ça marche. Ouais. Et chez quelqu'un? Et chez quelqu'un... je pense que j'ai eu le coup de foudre pour mon mari parce qu'il avait une curiosité, une envie d'échanger, une ouverture d'esprit qui faisait qu'on pouvait avoir des conversations passionnantes. Moi, les conversations passionnantes, ça me fait craquer. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci à toi. Et merci de nous avoir écoutés. Et on vous laisse en musique pour réfléchir à votre tour, prendre du temps pour vous sur le sujet qu'on a évoqué. Très belle journée, au revoir.